Votre réaction d'abord à ce que dit Vladimir Poutine à ce sujet, ce nouvel ordre mondial que vous appelez, qu'ils appellent en tout cas de leur vœu. Écoutons-le. L'Occident n'est pas capable de gouverner seul l'humanité, mais essaie désespérément de le faire, et la plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter. C'est là que réside la principale contradiction de la nouvelle ère. Pour reprendre les mots d'un classique de Lénine, la situation est révolutionnaire dans une certaine mesure. Les élites ne sont pas capables, et les gens ne veulent pas vivre comme ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez simplement le point de vue de Vladimir Poutine ici? Nous sommes pour la construction d'un nouvel ordre mondial qui est, comment dire, multipolaire. Oui. Nous préconisons que les affaires internationales doivent être gérées par tous les pays du monde. Oui, c'est ce que préconise le président Xi Jinping dans son rapport au 20e congrès. Est-ce que vous comprenez cependant qu'une ONG européenne veuille venir en aide à des Ouïghours qui sont dans une situation difficile par la faute de votre gouvernement, ou que des chrétiens, que le pape François, que le Vatican veuille aider des chrétiens qui sont persécutés en Chine? Il n'y a pas de problème au Xinjiang, à la population ouïghour au Xinjiang. Donc, on n'a pas besoin de ces soi-disant assistances ou aides. Ce n'est pas ce que dit par exemple le journal Le Monde, qui a fait une enquête très complète qui montre que le taux d'emprisonnement dans ces minorités est supérieur même à ce qui avait lieu sous la période stalinienne, ce qui est évidemment accablant pour vous. Comment ils ont fait cette enquête? On va en parler. Comment ils ont fait cette enquête? Ils ont le monde... amené quelques soi-disant témoins. 6 ou 8 personnes, une dizaine de personnes. Alors ils racontent des mensonges. Vous prenez pour preuve. Oui, c'est pas juste. Monsieur l'ambassadeur, entre un journal d'un pays démocratique qui travaille librement et une dictature importante, vous représentez 1,4 milliard, je l'ai dit, de personnes, mais une dictature, le choix est vite fait? Nous sommes pas dictature. J'ai déjà réaffirmé tout à l'heure, la Chine est une démocratie populaire socialiste. On va reparler des droits humains, mais le sens de votre politique aujourd'hui, nous vivons des heures importantes, c'est le discours de Xi Jinping qu'il a tenu lors du Congrès, notamment sur Taïwan. C'est maintenant gravé dans le marbre que vous ne reconnaîtrez jamais l'indépendance de Taïwan, c'est exact? Alors, vraiment, le président Xi Jinping a parlé beaucoup de la question de Taïwan. Je vais vous présenter intégralement. Il a dit que résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la patrie constitue une tâche historique immuable du Parti communiste chinois. Donc cette entreprise correspond à l'aspiration commune des compatriotes des deux rives du détroit et de la nation chinoise. Donc tôt ou tard, Taïwan sera dans le giron de la Chine, c'est ce que vous dites? C'est ça. Alors, nous pratiquons, nous appliquons le principe dit réunification pacifique, un pays, deux systèmes. Alors, ce principe constitue le meilleur moyen de réaliser la réunification des deux rives du détroit. Mais alors, monsieur l'ambassadeur, pardon, je me permets de vous interrompre parce que vous disiez le vœu des peuples. La presse démocratique dont je parlais tout à l'heure rapportait ce sondage. L'Université nationale Chengji de Taipei qui dit sondage, c'est le dernier sondage en juin réalisé à Taïwan. 64% des personnes interrogées se disent taïwanais. Environ 30% se sentent à la fois taïwanais et chinois. Seuls 2,4% se sentent avant tout chinois. Alors, si vous faites le sondage dans la population totale de 1,4 milliard de Chinois, vous pouvez voir plus de 99% de Chinois et pour la réunification de la Chine. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça je pense que vous le reconnaissez tout de même, c'est aux Taïwanais de décider de leur destin, ça n'est pas à la totalité des Chinois. Taïwan appartient à la Chine, donc ce sont les Chinois qui décident le destin de Taïwan. Est-ce que là, ça n'est pas le mot du lion, de même que Staline disait « c'est à moi » Quoi?
Est-ce que vous ne tenez pas exactement le même discours que Staline, les plus grands dictateurs Je ne connais pas le discours de Staline. Peu importe le pourcentage de Taïwanais, vous voulez prendre. Je connais seulement la volonté du peuple chinois, qui est la réunification de la patrie. Mais vous ne reconnaissez pas la volonté du peuple taïwanais, de même qu'il y a un peuple ukrainien ou un peuple français. Il faut reconnaître encore plus la volonté du peuple chinois de 1,4 milliard. Est-ce que ça s'appelle pas simplement, en bon français, un empire? C'est pas un empire. Ah oui, quand on dit, pardon, est une république. Quand on dit que c'est l'empire qui décide pour sa province, ça s'appelle un empire. Il y en a eu d'autres, les Occidentaux ont eu des empires aussi, ça je vous le concède volontiers. C'est votre logique occidentale. Empire. C'est votre logique occidentale. Ou pardon, dans colonisation. Dans la civilisation chinoise, il n'y a pas cette logique empire. Alors pour nous, c'est le peuple qui décide le destin du pays. Le peuple, non. Le peuple de Taïwan, pas le peuple de Chine. Ça n'est pas aux Chinois de dire, de mettre leur griffe sur un pays indépendant. Vous vous trompez. Parce que Taïwan appartient à la Chine. Donc le peuple... Mais appartient, pardon, ça n'est pas une assemblée de copropriétaires. Il ne s'agit pas d'un appartement, monsieur l'ambassadeur. Il s'agit d'un peuple libre. Le peuple chinois est libre. N'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas libre de décider pour les autres. Le peuple chinois est libre de décider son destin, le destin du pays. Monsieur l'ambassadeur, la force, c'est ce qu'a dit Xi Jinping, il ne renoncera pas à la force pour mettre en œuvre ce dessein, c'est bien cela? Oui, je vais dire, qu'est-ce qu'il a dit? Taïwan appartient à la Chine. C'est une question que seuls les Chinois peuvent trancher. Nous continuerons à manifester la plus grande sincérité et à faire tout notre possible en vue de réaliser la réunification pacifique. Cependant, nous ne pouvons garantir que nous n'aurons jamais recours à la force et nous gardons toutes les options ouvertes. Est-ce que nous allons à la guerre? Quand on regarde... Nous ne ciblons en aucun cas nos compatriotes de Taïwan, mais les ingérences des forces extérieures et les activités sécessionniste d'une infime minorité d'éléments visant à l'indépendance de Taïwan. Je répète, ce n'est pas une infime minorité. Selon ces sondages, politique. Je comprends. Selon les sondages indépendants, ce n'est pas une infime minorité. L'infime minorité, c'est de votre côté. Ce sont ces 2,4% qui se disent avant tout chinois. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on va à la guerre? Quand on voit les budgets militaires, regardons-les. Les Américains sont loin devant, ça, on peut vous le concéder volontiers. Mais la Chine fait monter son budget militaire de manière tellement impressionnante. Quand on est à bientôt 300 milliards de dollars, l'histoire montre que quand on s'arme à ce point, c'est qu'on a un but. Où est le problème? Je ne vous dis pas que c'est un problème. Je vous dis pas que c'est un problème. Chine je vous demande avoir la capacité, les moyens de nous défendre. C'est votre droit le plus strict. Mais alors, la Chine a une population de 1,4 milliard. Combien de personnes aux États-Unis? Nous sommes 4 fois la population des États-Unis, mais les dépenses militaires des États-Unis est 3 fois les dépenses de la Chine. Quand, dans votre esprit, Taïwan sera-t-il dans le giron chinois? Quoi? Quand? À quelle échéance? On va faire tous nos efforts. On va faire le mieux pour réaliser le plus tôt possible la réunification de la patrie. Vous savez que les précédents ne plaident pas pour vous. Vous entendez ces ONG à Hong Kong qui disent à quel point vous avez trahi vos promesses, puisque la démocratie à Hong Kong ne s'exerce pas librement. Donc, vous utilisez encore un mauvais mot. On n'a pas trahi. On respecte strictement notre engagement. On met en œuvre de manière, intégrale et précise le principe un pays, deux systèmes à Hong Kong. Et maintenant, on peut voir que l'ordre est rétabli à Hong Kong. Et la région repart de l'avant dans un processus de développement paisible. À quel prix? Avec des organisations de censure, avec des arrestations d'opposants à Hong Kong. Mais les arrestations, ce sont, ces personnes-là ont enfreint la loi à Hong Kong. La loi politique. La loi juridique. Y compris, bien sûr, la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong, mais aussi les lois
élaboré de la période de la gouvernance des Anglais. Monsieur l'ambassadeur, toutes les organisations de défense des droits humains contestent cela. Quoi qu'il en soit, quand on voit votre fonctionnement, regardons le dernier congrès du Parti communiste chinois. Immense parti, il y a combien? 90 millions de membres, c'est ça? À peu près? Dans votre parti millions. 96, donc presque 100 millions. Donc il y a plus de membres du Parti communiste chinois qu'il n'y a de Français, d'Allemands, etc. Donc c'est dire l'importance de ce parti qui domine la société chinoise. Oui. Le monde entier a scruté ces images qu'on va voir, et c'est intéressant d'avoir votre regard dessus, l'ancien secrétaire général, votre ancien chef suprême, Hu Jintao, qui est sorti de la salle du parti principal. On voit Xi Jinping, le maître actuel, qui a été maintenant élu pour un nouveau mandat dans ce congrès. Alors, il y a eu tous les commentaires à ce sujet. Aujourd'hui, le New York Times analyse ces images en soulignant le fait que, quoi qu'on en donne comme interprétation, on est en train de sortir de la direction du parti le dernier qui pouvait faire de l'ombre à Xi Jinping. Est-ce que c'est le cas? Alors, je pense que vous me présentez cette vidéo et cette image d'une manière provocatrice, je pense. Mais je pense que c'est une très bonne question. Je peux saisir cette opportunité pour vous présenter la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé alors, selon vous? J'étais sur place. Vous étiez là dans la salle là, dans cette salle de la réunion. Ouais. Donc le cas n'est pas comme ça. Alors c'est quoi? Comme ce que vous décrivez. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous savez, M. Hu Jintao est une personne octogénaire. Donc son état de santé n'est pas très satisfaisant. Il a insisté à participer à la réunion d'ouverture du 20e congrès, donc, qui a duré presque deux heures. Et pour la réunion de clôture, il y a plusieurs séances sur l'ordre du jour. La première séance, c'est l'élection des membres du comité central, qui a duré assez longtemps, presque aussi long que la réunion d'ouverture. Vous voulez dire qu'il s'est senti mal? Oui, il est fatigué, je pense. Je vois de mon propre yeux sur place, et vous pouvez voir sur cette vidéo, il est peut-être fatigué, donc il demande au président Xi de quitter un peu plus tôt, alors Xi lui a donné son accord. Louchai, monsieur l'ambassadeur, l'avenir dira, les historiens diront ce qui s'est passé réellement. Quoi qu'il en soit, avouez que le passif ne plaide pas pour cette interprétation-là. C'est le pays où il y a eu tant de purges, tant de responsables politiques qui ont été Vous utilisez exfiltrés. Toujours de mauvais mots. On n'a pas fait de purge. Qu'est-ce que c'est la purge? Pendant la révolution culturelle, Dieu sait s'il y a eu des purges, des malheureux envoyés dans vos camps, qui ont été enfermés, torturés, tués. Ça, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Donc, il y a des cas isolés, n'est-ce pas? Donc, si vous dites que c'est une purge, ou bien c'est une torture, c'est une, répression totale, c'est pas le cas là. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on ne touche pas là du doigt le problème? Vous êtes une puissance inouïe dans le monde d'aujourd'hui. Les Occidentaux ont fait leur mea culpa sur le colonialisme, sur l'esclavage. Les Allemands ont fait leur mea culpa sur les horreurs qu'ils ont commises sous Hitler. Vous n'avez pas fait votre mea culpa sur les horreurs commises sous Mao. Vous voulez discuter avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose la question. Sur quoi? Sur l'actualité internationale, sur la situation actuelle de la Chine, ou bien sûr le 20e congrès du Parti communiste chinois? On va entendre dans un instant la prix Nobel, la prix Nobel ukrainienne qui, elle, dit c'est en connaissant les crimes du goulag qu'elle a eu sa prise de conscience. Et beaucoup de Chinois libéraux... Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Je vous pose aucun préjugé. Non, mais que Mao a commis des crimes. Il faut faire la discussion d'égal à l'égal. C'est tout à fait égal et je respecte tout à fait votre personne et votre rôle, mais les crimes de Mao, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas les crimes. Mao n'a pas commis de crimes. Ce n'est pas les crimes. Bien sûr. Mao, il est un grand héros de la nation chinoise. C'est lui qui a fondé la République populaire de Chine. Mais bien sûr,
dans la recherche de la construction du socialisme, de la modernisation du pays, il a fait des erreurs. Bien sûr, le Parti communiste chinois le reconnaît, mais ses exploits sont beaucoup plus grands que ses erreurs. Tout le peuple chinois l'apprécie beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes conscient, il y a diversité des points de vue dans ce monde. Il y a des Russes qui considèrent que Staline, le Staline victorieux de 1945, rattrape en effet toutes les horreurs passées. Mais enfin, que d'horreurs, que de camps, que de malheureux, les famines, les millions de paysans massacrés, tout ça quand même. Vous avez toujours utilisé des mauvais mots. Qu'est-ce que c'est que massacre? Par les famines. Oui. Par les famines. Par les famines causées par le Parti communiste. Je vous donne des chiffres. En 1949, lors de la fondation de la République populaire de Chine, la population de la Chine était 400 millions. Au début du 19e siècle, la population de la Chine était aussi 400 millions. Vous pouvez voir, pendant un demi-siècle, la population de la Chine n'a pas augmenté. Pourquoi? À cause de la guerre, à cause de la famine, mais ce n'est pas sous le régime du Parti communiste chinois. Et au début des années 80, la population chinoise a augmenté, s'est élevée à 800 millions, doublé. Vous dites que le Parti communiste chinois a fait le massacre, a imposé quoi, la famine au peuple, à la population. Mais comment la population chinoise peut augmenter, peut doubler? Monsieur l'ambassadeur, chacun se référera au livre d'histoire à ce sujet. Revenons. C'est logique. Chacun se référera au livre d'histoire à ce sujet. Revenons, puisque vous le souhaitiez, à l'actualité de ce congrès. Les images de Hu Jintao, indépendamment de ce qui est arrivé ou non. Est-ce qu'il y a un tournant idéologique du parti aujourd'hui? Je cite votre président qui critiquait l'ancien ordre. Il disait « La direction du parti était affaiblie, vidée de son contenu et diluée. Des courants d'idées erronés tels que le culte de l'argent, la recherche du plaisir étaient récurrents, le désordre régnait sur Internet. » Est-ce qu'il y a un tournant que veut prendre de façon intérieure le Parti communiste chinois? Cela démontre exactement que notre parti a le courage de reconnaître les erreurs qu'on a faites dans le passé. Et maintenant... Ça, c'est un passé proche. Là, on ne parle plus de Mao, qu'on comprenne bien. On parle de l'ère des dirigeants précédents. Vous voulez semer la zizanie au sein du parti? Non, je ne m'occupe pas des affaires. Je m'occupe pas des affaires de votre parti. Non, mais qu'on comprenne bien. Est-ce qu'il y a là, de la même façon qu'il y a en Russie une inflexion du régime Poutine, une inflexion de votre régime? Notre parti a le courage de corriger les erreurs pour mieux partir vers l'avenir. Donc, ce 20e congrès a pour thème porter haut, lever le grand drapeau du socialisme à la chinoise. Et, comment dire, savoir innover tout en maintenant les principes fondamentaux. Liu Sha, en vous entendant, il n'y a presque pas besoin de le dire, vous êtes l'incarnation de cette nouvelle génération de diplomates très offensifs, certains diront très agressifs. Vous vous intitulez vous-même les loups guerriers, c'est ça? Oui, vous m'appelez les loups guerriers, c'est pas moi. Je me rappelle très bien des interviews où vous-même vous dites, je crois que c'est un film très connu des années 70, c'est ça? C'est un retournement de stigmate. Oui. Les loups guerriers, c'était ça, c'était ce film-là, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'on surnomme un certain nombre de diplomates chinois qui osent être très offensifs. C'est pas intéressant, hein? Ouais. Si vous utilisez toujours ces allégations pour, comment dire, pour me discréditer? Non, il n'y a pas du tout de discrédit, pardon. C'est vous-même qui avez dit cela. À quel point vous considériez qu'il était légitime maintenant pour les diplomates d'être aussi offensifs que d'autres sur la scène internationale? Ouais. Donc, vous connaissez, la Chine se trouve dans une période cruciale de son développement. Donc, la situation internationale est tumultueuse. Oui. Comme le président a dit, le président Xi Jinping, il faut être prêt à mener
comme des grandes luttes, aux nombreuses caractéristiques historiques nouvelles. Donc, notre parti, c'est en menant les grandes luttes pour avoir réalisé des accomplissements historiques. C'est toujours par la lutte qu'on peut ouvrir de nouvelles avenirs. Est-ce que vous considérez que d'une certaine manière, c'est votre heure? Dans le passé, et ça il faut vous le concéder, les Occidentaux par exemple se sont parfois très mal comportés à l'égard de la Chine. Je pense aux guerres de l'opium, où notamment les Anglais ont voulu imposer le commerce de l'opium de manière tout à fait honteuse aux Chinois. C'est le 19e siècle. Là, on est au 21e siècle. Est-ce qu'il y a encore un sentiment de revanche? Il faut que les Occidentaux changent de leur comportement vis-à-vis des pays en développement. En quel sens? Oui, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Même si ce ne sont pas des démocraties? Oui, alors le monde est multicolore. Les différents pays ont le droit de choisir leur propre voie de développement, leur propre régime politique, social, n'est-ce pas? Les pays occidentaux, vous avez vos régimes politiques. Nous n'avons pas intervenu dans votre affaire intérieure. Donc, nous vous demandons de ne pas le faire non plus. En cela, est-ce que vous suivez la Russie? Est-ce que votre alliance se resserre? On a vu les derniers chiffres dans l'achat du gaz. Ça, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la réalité des achats du gaz russe, où je vois que vous avez augmenté de manière très significative l'achat de gaz russe. Est-ce que c'est un signal de plus que vous vous considérez comme allié de la Russie? Alors, la Chine ne fait pas l'alliance. Nous avons un partenariat stratégique avec la Russie. Bien sûr, nous avons des relations normales de commerce économique avec la Russie. En ce qui concerne l'achat de gaz, oui, la Chine en a besoin. C'est pourquoi nous l'achètons. On l'achète. Du point de vue des Occidentaux, vous savez que ça veut dire financer la guerre de la Russie, la guerre d'agression contre l'Ukraine. Oui. Alors, les pays occidentaux ont financé aussi la guerre de la Russie en Ukraine. Parce que vous achetez aussi le gaz. Mais maintenant, malheureusement, vous ne pouvez plus acheter parce que les deux gazoducs Nord Stream a été dynamité. Mais par qui? Est-ce que vous condamnez le coupable? Qui est le coupable selon vous? Selon vous, qui est coupable? Je sais pas. Je ne vois pas que les pays occidentaux condamnent le coupable. Encore faudrait-il le trouver. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve sur qui a Mais tout le monde connaît la raison, n'est-ce pas? Vous connaissez bien. C'est-à-dire, d'après vous? Non, je vous pose la question. Oui, vous connaissez. C'est pas la peine de vous dire encore. Vous voulez dire que ce sont les Occidentaux qui l'ont fait? Ou les Américains? Vous connaissez? Je vous pose la question. Bien sûr, vous connaissez. Je crois avoir vu une caricature de l'ambassade de Chine que vous avez soyez tweetée. honnête. Ah non, moi, sincèrement, il n'y a aucune preuve de personne. Toutes les hypothèses existent, mais y compris d'ailleurs les Américains, ça fait partie des hypothèses que nous avons évoquées ici même, mais aucune preuve n'existe. Vous avez tweeté, dites-moi si je me trompe, en général, une caricature qui accusait précisément les Américains. Quand il se passe quelque chose dans le contexte du conflit russo-ukrainien, les pays occidentaux accusent toujours en premier temps, la Russie. Mais cette fois-ci, vous n'accusez pas, vous ne condamnez pas la Russie. Vous avez été, monsieur l'ambassadeur, maire adjoint de Wuhan. Et je le disais tout à l'heure, c'est dire à quel point il est intéressant de vous entendre parce que, visiblement, votre position dans le Parti communiste est très importante parce que c'est une ville très importante. Quand on regarde toute la gestion du Covid et les images que nous avons reçues encore ces derniers temps sur les manifestations de Chinois qui d'un immeuble à l'autre se plaignent pour les manières de confiner extrêmement autoritaires,
l'espionnage par drone qui circule au milieu des immeubles pour surveiller que les gens restent bien dans leur immeuble. Est-ce que vous comprenez que vous, vu des démocraties occidentales, ce sont des méthodes extrêmes? C'est pas, comment dire, espionnage. Je pense que la Chine a adopté une approche de contrôle sanitaire tout à fait différente des pays occidentaux. C'est vrai. Mais notre approche est beaucoup plus efficace que la vôtre. Ouais. En Chine, il y a beaucoup moins de cas contaminés et encore encore moins de décès. Reste, quoi qu'il en soit, que c'est de Chine que sont partis un très grand nombre des contaminations qui ensuite ont essaimé sur le reste du monde. Ça, c'est difficile de le nier, non? On a pas s'aimé à ça. Oui, vous voulez encore faire la confusion. Oui. Tout d'abord, bien sûr, c'est la Chine qui a signalé la première, le virus, le coronavirus, et nous avons, comment dire, communiqué tout de suite l'OMS et le monde entier. Et la Chine a pris tout de suite des mesures très strictes en fermant toute la ville de Wuhan. Nous poursuivrons ce débat puisque dimanche, c'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé en France, qui sera notre invitée dans cette même émission. Mais un point encore là-dessus, et puis on revient à l'actualité internationale plus précisément. Mais vous savez que régulièrement est venue la supposition selon laquelle une fuite de virus aurait eu lieu depuis ce laboratoire situé à Wuhan. D'ailleurs, où des Occidentaux travaillent, ce n'est pas que les Chinois évidemment. Est-ce que cette hypothèse existe encore à vos yeux? Je pense que si il existe la possibilité de la fuite du virus de laboratoire, alors le virus aurait été fui du laboratoire américain. Parce que l'OMS a déjà envoyé à 2 reprises des experts en Chine pour faire la recherche scientifique sur l'origine des virus. Ils ont éliminé la possibilité de la fuite de laboratoires chinois. Alors, bien sûr, on ne peut pas, y compris les experts de l'OMS, ils ne peuvent pas éliminer toute la possibilité de la fuite de laboratoires, y compris des laboratoires américains. Monsieur l'ambassadeur, on va recevoir Monsieur Colosimo dans un instant. Il sera l'interviewé après vous. C'est un spécialiste des religions. On va parler aussi de cet aspect-là. Mais si on reste à l'influence chinoise aux côtés de l'influence russe, vous êtes un témoin très important et un acteur parce que direction Afrique au ministère des Affaires étrangères, on voit à quel point la Chine est en train de prendre pied en Afrique au détriment de la France. Est-ce que selon vous, c'est le cours normal de l'histoire ? Ce n'est pas notre faute. L'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons aidé les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Oui. Et d'ailleurs, la Chine a proposé à la France de faire la coopération tripartite en Afrique. Oui. Nous pensons que nous sommes partenaires de coopération en Afrique. Nous ne sommes pas compétiteurs. De fait, là où la Chine avance, là où la Russie avance avec Wagner, souvent maintenant, la France recule. Mais pourquoi la France recule? La France peut avancer. Pourquoi reculer? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Il n'y a pas d'empire qui se soit auto-contraint. On le sait bien, depuis l'Empire romain et même avant. Est-ce que tôt ou tard, la Chine voudra aller toujours plus loin? La Chine veut toujours se développer, toujours plus, pour offrir une vie meilleure à son peuple. Vous avez pris des parts, c'est une des nouvelles des derniers jours. Elle est très spectaculaire dans le port de Hambourg. C'était vraiment, jusqu'à pas il y a longtemps, le symbole du vieux commerce européen, avec la puissance européenne. On peut voir peut-être la carte à quel point tous ces ports qui incarnaient
Rotterdam et autres, c'était vraiment la puissance occidentale européenne. Et peu à peu, ce sont beaucoup des ports chinois. Tant mieux pour vous, si on se place de l'objective rivalité des puissances. Est-ce que vous allez continuer cette politique? Vous avez acheté une partie du Pirée aussi, n'est-ce pas, en Grèce? Est-ce que vous allez continuer cette politique d'achat en Europe? Mais c'est une activité commerciale, Oui. n'est-ce pas? C'est le résultat de la mondialisation économique. La Chine vient en Europe pour aider les pays européens à mieux gérer les ports. Aider, pardon. C'est comme les Américains qui venaient aider avec le plan Marshall. Chacun prend toujours plus de parts, parce que c'est la compétition des puissances, mais ce n'est pas aider, pardon. On voit à quel point vous... ça s'appelle la conquête économique, en bon français. Oui, vous le considérez comme la conquête. Ouais. Mais pour nous, c'est la coopération. Ce n'est pas la conquête. C'est gagnant-gagnant. N'est-ce pas? Je vous citais Bonaparte. On s'est déjà vu une fois qui disait quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous vous rappelez? Oui. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. La Chine, comment dire, veut se développer en sauvegardant la paix et le développement du monde. Et elle fait en sorte que son développement, à son tour, profite à la paix et au développement du monde. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Nous rejoignons maintenant Jean-François Colossimo, historien, essayiste. Attendez, monsieur l'ambassadeur, ne parlez pas tout de suite. Directeur des éditions du CERF, vous signez La crucifixion de l'Ukraine. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes, bonsoir, en particulier spécialiste des religions. Dieu sait si, on parlait tout à l'heure de la grande histoire avec le poids de l'histoire communiste. Pour vous, le spécialiste des religions, ce qui se passe là en Chine, qu'est-ce que ça représente quand on voit que le parti évolue de cette façon-là? C'est le dernier grand parti communiste du monde à cette taille-là. Et le communisme a été une expérience religieuse, une religion séculière, une religion politique, un messianisme athée. Mais on voit très bien que chez les autorités chinoises, depuis quelque temps, il y a un rappel du confucianisme, parce que c'est au fond le caractère religieux chinois. Et on voit effectivement les leaders chinois citer à longueur de tirade Confucius, dont leurs parents, qui étaient gardes rouges, brûlaient les écrits. Cette opposition au confucianisme se retrouve par exemple dans le cas des Ouïghours, puisque là, on a une véritable collusion de représentation religieuse du monde. Et de manière générale, je dirais, aujourd'hui, le problème chinois du point de vue des religions, c'est que la Chine absorbe et sinise, rend chinoises les religions qui arrivent en Chine, et que de ce point de vue-là, donc, on est dans cette idée de l'harmonie, n'est-ce pas, très chinoise, mais cette harmonie, contrairement à ce que disait son Excellence, elle n'est pas que commerciale, parce qu'elle absorbe, elle malaxe, elle transforme, et en fait reste finalement l'oreille quand même d'une certaine bureaucratie, laquelle soumet les religions considérées comme extérieures, le christianisme, le bouddhisme, ça a été le cas du bouddhisme aussi, l'islam, etc. La situation des Ouïghours, la situation des chrétiens, monsieur l'ambassadeur, vous savez que l'association Porte Ouverte, qui suit le sort des chrétiens dans le monde, dit qu'une des situations les plus critiques, elle est par votre faute, c'est le nombre d'églises chrétiennes qui sont fermées, et la Chine est en tête dans ce domaine-là, selon cette ONG, parce que souvent c'est un prétexte comme le Covid, mais ensuite vous les fermez pour de bon. Alors, en Chine, la constitution de la République définit la liberté religieuse du peuple, de la population. Donc, en Chine, nous avons toutes les 5 religions principales dans le monde. Et nous avons plus de 200 millions de croyants. Monsieur l'ambassadeur, merci. On vous a entendu et on sait combien la Chine est contestée dans cette question des droits humains. Un dernier mot sur la langue, parce que vous parlez en français, c'est ce qui marque le plus. Où est-ce que vous l'avez appris de cette façon-là? Si bien? Où est-ce que vous avez appris si bien?